Asseyez-vous, je vous en prie. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant d'ouvrir l'audience, quelques mots pour expliquer pourquoi cette session particulière. Nous avons décidé l'an dernier de tenir un certain nombre de nos audiences en région. D'habitude, nous siégeons à Paris, rue de Montpensier, mais nous avons estimé qu'il était utile que nous puissions nous déplacer en région pour tenir un certain nombre d'audiences de questions prioritaires de constitutionnalité. Nous sommes allés ainsi déjà à Metz, à Nantes, à Pau. Aujourd'hui, nous sommes à Lyon. Et je remercie beaucoup le président Fraisse et les magistrats de la gentillesse de leur accueil. Je m'adresse à vous directement, mais il y a dans deux autres salles d'autres personnes qui ont souhaité assister à cette audience et je les salue aussi. Cet après-midi, nous allons examiner deux questions prioritaires de constitutionnalité. Je précise que je reviendrai moi-même avec le secrétaire général du Conseil constitutionnel la semaine prochaine. Pourquoi ? Eh bien parce qu'entre-temps, nous aurons tenu notre délibéré secret à Paris. Nous aurons donc pris nos décisions sur ces deux questions. Et j'aurai l'occasion la semaine prochaine à l'université Lyon 3 de venir rendre public les deux décisions sur les deux questions et d'expliquer pourquoi nous avons pris ces décisions que nous ne connaissons pas encore puisque nous n'avons pas encore pris ces décisions. L'audience est ouverte. Nous avons donc deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'ordre du jour. La première est inscrite sous le numéro 2019-830. Elle porte sur certaines dispositions de l'article L. 752-6 du Code de commerce. Je précise que dans cette première affaire, deux de nos collègues, qui sont messieurs Mézard et Pillet, se déportent, comme on dit, parce qu'ils ont concouru dans leurs fonctions précédentes à l'adoption des dispositions contestées. Et donc, il ne serait pas logique qu'ils siègent au moment où celles-ci sont contestées, conformément au règlement intérieur du Conseil constitutionnel. Voilà. Je vais donc maintenant demander à Madame la greffière de nous expliquer où nous en sommes de l'instruction. Merci, Monsieur le Président. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 décembre 2019 par une décision du Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Conseil national des centres commerciaux portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du petit e, du premièrement du paragraphe 1 romain et des paragraphes 3 romains et 4 romains de l'article L. 752-6 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi 2019-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Cette question relative à la délivrance des autorisations d'exploitation commerciale a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2019-830 QPC. La SCP Pivnica et Molinier a produit des observations dans l'intérêt de la partie requérante les 6 et 20 janvier 2020. Le Premier ministre a produit des observations le 6 janvier 2020. Seront entendus aujourd'hui l'avocat de la partie requérante et le représentant du Premier ministre. Merci, Madame. Eh bien, nous allons procéder ainsi. Je vais donner la parole donc à Maître Pivnica, qui est avocat au Conseil, qui représente la partie requérante, c'est-à-dire le Conseil national des centres commerciaux. Ensuite, je donnerai la parole au représentant du gouvernement, M. Philippe Blanc. Maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, l'adhésion des citoyens à la loi implique en général un sérieux effort de communication, surtout
lorsque la loi concerne des droits et des libertés que la Constitution garantit, a fortiori si elle affecte ces droits. Alors on lui cherche un titre et on espère qu'il sera porteur d'espoir. La loi qui nous réunit aujourd'hui exprime ce que j'appelle cette mode. Elle a un très joli nom puisque c'est celui d'un mammifère ruminant. Vous aurez reconnu la loi Elan. Je m'en tiendrai à une disposition de ce texte, l'article 166. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, qui a été codifié à l'article 752-6 du Code de commerce. J'épargnerai au Conseil constitutionnel la description du mécanisme qui l'institue. On va dire, pour essayer de résumer ce texte riche, il est vrai, que la délivrance d'une autorisation est subordonnée à des conditions d'ordre général qui relèvent de l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, la qualité de l'urbanisme. Ça, c'est ce qui est dit. Et puis, il y a le non-dit. Et le non-dit, c'est la protection des commerces en place. Et en réalité, quand on regarde les exigences de ce texte, on s'aperçoit que toutes les prescriptions qu'il comporte ont pour objet, ou au moins pour effet, de protéger les commerces en place, indépendamment des critères qui ont été précédemment mentionnés. On tiendra à deux dispositions. Le demandeur, le pétitionnaire de l'autorisation d'équipement commercial, en un mot qui veut ouvrir une surface commerciale de plus de 1000 mètres, doit produire une analyse d'impact. Mieux, il doit justifier qu'il n'existe aucune friche susceptible d'accueillir son projet. Cette analyse d'impact, ces exigences relatives à la friche ne relèvent pas d'un motif d'intérêt général et en tout cas sont excessives. Et ces considérations ont déjà été constatées par les autorités européennes, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg. C'est sur ces deux points, si vous le voulez bien, que je souhaite vous retenir, sur l'absence de motif d'intérêt général, en tout cas le motif excessif, et puis l'existence de solutions qui ont été retenues par les autorités européennes. Les exigences du législateur, lorsqu'elles portent atteinte à la liberté d'entreprendre, doivent être limitées. C'est votre jurisprudence, je ne veux pas vous... Là aussi, je vous épargne le rappel de votre propre jurisprudence. Chacun sait qu'il faut un motif d'intérêt général en rapport avec l'objet même du texte et proportionné au but recherché. Nous en sommes très loin. Très loin qu'il s'agisse de l'analyse d'impact ou de la question des friches. Je ne vais pas reprendre le texte, vous l'avez, vous le connaissez. Je me tiendrai un très bref résumé. Le projet doit préserver, et l'analyse d'impact, cette analyse objective faite par un tiers, le projet doit préserver le tissu commercial et en même temps le revitaliser. C'est-à-dire que d'un côté, il faut créer, et puis de l'autre, il ne faut rien faire et maintenir ce qui est. On voit mal comment est-ce qu'on peut créer quelque chose, en un mot, dynamiser un centre-ville, alors que d'un autre côté, il faudrait préserver un tissu existant. Bref, ce qu'on appellerait en droit de la concurrence, même si le droit de la concurrence n'est pas, je le sais, dans le bloc de constitutionnalité, ce que l'on appellerait une barrière à l'entrée. En un mot, il ne s'agit absolument pas d'aménagement, il s'agit ni plus ni moins que de protéger des commerces implantés, les petits, les moyens et les gros, en un mot, ceux qui existent déjà. Mieux, le législateur ne tient pas compte de la réalité du terrain, on se préoccupe du centre-ville, de la ville en cause, de la ville d'implantation, des communes limitrophes. En un mot, on se préoccupe sur un plan juridique de ce qu'il en est, sans se soucier de ce qu'est une zone de chalandise. Alors on sait très bien qu'une zone de chalandise ne prend pas en considération des barrières juridiques, mais des barrières réelles, c'est-à-dire qu'elles soient naturelles, un fleuve, peu importe, ou artificielles, une voie ferrée, ou quoi que ce soit d'autre. C'est pas tout. Le texte aboutit en réalité à interdire toute création en périphérie, pour la simple et unique raison que on voit mal comment est-ce qu'une création en périphérie pourrait contribuer à la préservation et à la revitalisation d'un tissu commercial en centre-ville. Mais on ne peut pas créer non plus en centre-ville,
puisque par hypothèse, même en centre-ville, il faut préserver, et l'hypothèse idéale, l'idéal type en tout cas, serait purement et simplement de ne rien faire. Ça laisse tout de même peu de choix. Quoique, il reste un espace, c'est la friche. S'il y a une friche, là on peut le faire, mais en dehors de la friche, cela devient très compliqué de vouloir aujourd'hui entreprendre. On est très loin de l'objectif d'intérêt général qui doit justifier une telle atteinte à la liberté d'entreprendre. Et à supposer même qu'il y ait un motif d'intérêt général, on voit bien qu'il est totalement excessif. Et cet excès a déjà été constaté. Il a été constaté par des autorités ici et par des autorités européennes. Alors, les autorités françaises, c'est vous-même. Quelle autorité plus éminente pour dire que, de toute façon, ce type d'autorisation serait contraire à la Constitution? Je me réfère bien sûr à vos décisions du 7 décembre 2000 concernant la loi SRU à propos du changement de destination d'un local. Et puis, il y a la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et la position qui a été adoptée par la Commission européenne. Je ne suis pas en train de demander, vous le savez pertinemment, au Conseil constitutionnel de se prononcer au regard du droit de l'Union européenne. Je sais que le droit de l'Union européenne, j'allais dire qu'il ne peut pas entrer dans cette enceinte, quoique ici, à Lyon, peut-être tout de même, en tout cas pas devant vous, je vous l'accorde. Il reste moins que... on peut quitter la rue de Montpensier, la preuve, on n'y est pas. Surtout que lorsqu'on lit votre jurisprudence, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, vous acceptez de porter un regard sur les solutions retenues par d'autres autorités, même si leurs normes de référence sont infiniment moins éminentes. La Commission européenne, pour revenir à elle, s'était préoccupée de la solution qui avait été retenue en France avant le 4 août, j'entends, le 4 août 2008, la loi, la LME. Elle s'en était préoccupée parce qu'elle considérait que les lois Royer et Raffarin n'étaient pas conformes aux exigences de la liberté d'établissement. On en était au stade 2, puisqu'il y a eu la mise en demeure, ça n'avait pas été suffisant, l'avis motivé, et du même coup, la LME avait abrogé des textes sur lesquels on est revenu par cet amendement qui constitue cet article 166. Pour la Commission européenne, les lois Royer, les lois Raffarin, dont les dispositions sont pratiquement reprises par cet article 166, contenaient des critères concernant l'impact du projet sur l'emploi, sur l'équilibre entre les différentes formes de commerce, la densité commerciale, et la Commission considérait que c'était directement contraire au droit de l'Union européenne. Ce n'est pas une solution isolée. Elle se fondait sur la jurisprudence de la Cour de Luxembourg, essentiellement la décision du 24 mars 2011 dans l'affaire Commission contre Allemagne, décision très importante puisqu'elle rappelle que la prise en considération de l'incidence sur le commerce préexistant, sur la structure du marché, la prise en compte de l'existence d'un équipement commercial ne peut constituer un motif, une raison impérieuse d'intérêt général. En un mot, on peut protéger l'environnement, on peut aménager le territoire, on peut protéger le consommateur, mais on ne peut certainement pas avoir des objectifs de nature purement économique. Je me réfère à ces décisions, notamment à son paragraphe le plus significatif, qui est le paragraphe 74. Alors, le Premier ministre cite la décision du 30 janvier 2018 en disant qu'on serait revenu sur cette solution. Pas du tout. La décision de la Cour de justice du 30 janvier 2018 est une décision qui concerne le zonage. Un plan d'urbanisme, un plan d'occupation des sols peut parfaitement interdire de réaliser telle ou telle opération dans telle ou telle zone. Ce qui est interdit, ce n'est pas le zonage et ce n'est pas la préservation du territoire, bien évidemment. Ce qui est interdit, c'est de prendre en considération d'avoir un objectif de nature purement économique en faveur de tel ou tel groupe, en l'occurrence en faveur de telle ou telle existence, c'est-à-dire de constituer des barrières à l'entrée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, je voudrais aborder devant vous un dernier point, c'est celui de l'application de votre décision dans le temps. Il faut être conscient du caractère très dangereux que représente ce texte pour l'activité économique.
En 2018, je n'ai pas les statistiques pour 2019, celles que j'ai sont celles de la Commission nationale d'équipement commercial. En 2018, il y avait un peu plus de 900 demandes d'autorisation d'équipement commercial. 85% donnaient lieu à des accords. On tourne à un étiage autour de 1800, les petites années, je dirais 1100, les grandes années. En un mot, une centaine environ, entre 80 et 100 par mois. Depuis le 1er janvier dernier, je ne sais pas combien il y en a eu. En revanche, ce que je sais, c'est que le 10 janvier dernier, la préfète de l'Allier a pris 2 arrêtés suspendant les demandes d'autorisation. Alors, ces suspensions sont fondées sur d'autres dispositions, je sais, les dispositions voisines concernant les opérations de revitalisation du territoire. Il n'en reste pas moins que lorsqu'on lit ces 2 arrêtés, on s'aperçoit qu'en réalité, ce qui est en cause ici, une fois de plus, c'est la protection de l'existence, c'est la protection des commerces qui sont déjà installés, c'est l'existence de barrières à l'entrée. Or, cela, ce n'est pas possible, c'est non seulement excessif, mais ça ne la relève pas d'un motif d'intérêt général. C'est la raison pour laquelle je vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, de déclarer les dispositions qui vous sont soumises contraires à la Constitution et de dire que votre décision aura un effet immédiat. Merci, Maître. Maintenant, nous allons entendre M. Philippe Blanc pour le secrétaire général du gouvernement. Vous avez la parole, M. Blanc. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel. La loi Royer du 27 décembre 1973 a déjà prévu que le commerce devait avoir pour vocation de satisfaire les besoins des consommateurs, de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie ainsi qu'à l'animation de la vie urbaine et rurale. Le premier article de cette loi a confié au pouvoir public le soin de veiller à l'essor du commerce, tout en évitant néanmoins une croissance désordonnée des formes de nouvelle distribution, en évitant donc que ces nouvelles formes de distribution ne provoquent l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux. Près d'un demi-siècle plus tard, la préoccupation du législateur est restée la même. Elle demeure, en matière d'aménagement commercial, la recherche d'un équilibre qui permette de concilier à la fois la liberté d'entreprendre, mais aussi d'autres exigences d'intérêt général, dont celle de l'aménagement du territoire. Ainsi, la création d'un magasin de commerce de détail ou son extension, lorsque la surface de vente atteint 1000 m², est soumise à l'obtention d'une autorisation préalable qui est délivrée par une commission départementale. Il est prévu par le grand 1 de l'article 752-6 du Code de commerce que cette commission se prononce sur les effets du projet dont elle est saisie en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Au titre des critères d'appréciation en matière d'aménagement du territoire, il est notamment prévu que la commission départementale tienne compte, nous citons, de la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre. C'est le petit e du premièrement du grand 1 de l'article 752-6, et c'est de ces dispositions dont vous êtes saisis. Elles sont issues de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, la loi Elan donc. Et elles ne méconnaissent pas la liberté d'entreprendre, car d'une part, le critère qu'elles instituent poursuit un but d'intérêt général, et d'autre part, parce que la restriction qu'elles apportent à la liberté d'entreprendre n'est pas disproportionnée. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a cherché à ce que soient mieux pris en compte les effets de la création de nouvelles surfaces commerciales, en veillant à ce que leur répartition territoriale soit davantage contrôlée. Selon les travaux préparatoires qui sont à l'origine de ces dispositions, ce critère a été ajouté dans le but, je cite, de rétablir une centralité commerciale et d'éviter une multiplication de nouvelles surfaces qui ne tiendraient pas compte de la situation existante. Le législateur n'a fait à cet égard que reprendre une recommandation faite par l'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'environnement et du développement durable, au terme d'un rapport qui a été établi au cours du mois de juillet 2016 sur la revitalisation commerciale des centres-villes.
Ces autorités ont en effet mis en évidence un phénomène de dévitalisation des centralités urbaines qui devient préoccupant, en raison notamment d'un taux moyen de vacances commerciales qui n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années et qui est devenu trop important dans le centre des villes moyennes. L'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'environnement, qui ont estimé qu'une action d'envergure mobilisant l'ensemble des acteurs était nécessaire, ont préconisé, pour éviter une aggravation de la situation, que parmi les critères d'autorisation d'une surface commerciale, celui de la préservation des centres urbains devienne désormais un critère prioritaire. Et ainsi que l'a relevé l'Assemblée générale du Conseil d'État dans son avis du 29 mai 2018 sur le projet de loi Elan, cette préoccupation de préserver, de revitaliser le tissu commercial des centres-villes constitue bien un objectif d'intérêt général. Et il est de nature à justifier qu'un contrôle accru soit exercé sur l'implantation des surfaces commerciales et que des limitations soient ainsi apportées à la liberté d'entreprendre. En second lieu, outre qu'elles sont justifiées par un motif d'intérêt général, les dispositions contestées ne portent pas à la liberté d'entreprendre une atteinte qui serait disproportionnée par rapport au but poursuivi. Et ceci pour 3 raisons. Premièrement, le critère tenant à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville ne constitue pas une barrière à l'entrée, dont l'objet serait d'empêcher la création de tout nouveau commerce qui ne répondrait pas à un besoin économique. Ainsi qu'il a été dit, ce critère n'a été institué par le législateur que pour apprécier l'impact du projet en matière d'aménagement du territoire. Or, la protection de l'environnement urbain par une réglementation de l'implantation des surfaces commerciales ne constitue pas une mesure qui serait de nature économique, ainsi que la Grande Chambre de la Cour de justice l'a elle-même admis dans un arrêt du 30 janvier 2018. Dans cet arrêt, la Cour de justice considère en effet que la préservation de la viabilité des centres-villes d'une commune, ainsi que l'objectif tendant à éviter l'existence de locaux inoccupés en zone urbaine, dans l'intérêt de l'aménagement du territoire, correspondent à un objectif de protection de l'environnement urbain. Et elle juge que cet objectif de protection de l'environnement urbain est susceptible de constituer une raison impérieuse d'intérêt général de nature à justifier que des restrictions soient apportées à l'activité de commerce de détail dans une zone géographique qui est située en dehors du centre-ville. Deuxièmement, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale, la commission départementale ne se prononce pas sur cette demande en fonction du seul critère de la situation commerciale du centre-ville. L'appréciation de la commission départementale est globale et elle porte sur l'ensemble des effets du projet. Selon la jurisprudence du Conseil d'État, il appartient à la commission d'apprécier la conformité du projet aux objectifs prévus par l'article 1er de la loi Royer et à l'article 750-1 du Code de commerce. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ces effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs. Ainsi, le critère tenant à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville n'impose pas qu'un projet de commerce, pour pouvoir être autorisé, soit nécessairement implanté au centre-ville. Dans l'appréciation de ces effets en matière d'aménagement du territoire, peut également être retenu en faveur du projet sa contribution à la diversification ou au rééquilibrage de l'offre commerciale dans la zone de chalandise considérée, compte tenu des autres espaces commerciaux existants. C'est par exemple ces considérations qui ont été prises en compte dans une décision du Conseil d'État du 14 novembre 2018, 408-952, mentionnée aux tables du recueil. Enfin, et troisièmement, la commission départementale d'aménagement commercial est elle-même soumise au contrôle du juge administratif et qui ne se limite pas à un contrôle restreint de l'appréciation de la commission. Le juge administratif exerce un contrôle entier sur les décisions refusant une autorisation et censure les motifs retenus par les commissions départementales lorsque ces motifs ne sont pas de nature à faire obstacle à la création ou à l'admission du projet. Ainsi, eu égard tant à l'objectif d'intérêt général tendant à préserver le tissu commercial du centre-ville que des conditions dans lesquelles l'autorité administrative met en œuvre les critères prévus par la loi sous le contrôle du juge administratif, les dispositions contestées du grand 1 de l'article L752-6 du Code du commerce ne portent pas à la liberté d'entreprendre une atteinte qui serait disproportionnée au regard du but poursuivi.
Ajoutons que sont également contestés les paragraphes 3 et 4 de l'article 752-6, CL752-6, qui exigent du demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale qu'il fournisse une analyse d'impact évaluant les effets de son projet sur le centre-ville et sur l'emploi. Cette exigence de la loi, qui se rapporte au contenu de la demande d'autorisation, ne constitue pas une atteinte à la liberté d'entreprendre. L'analyse d'impact ne vise en effet que d'informer la commission départementale qui se prononce sur la demande d'autorisation, de lui permettre de disposer d'informations suffisantes sur les effets du projet. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu tenir compte des reproches qui étaient formulés à l'égard du contrôle exercé par les commissions départementales qui, pour autoriser un projet, jusqu'à présent, ne disposaient pas d'évaluation sur les conséquences du projet sur son environnement commercial. Afin que la commission puisse se prononcer donc en toute connaissance de cause, il a donc été prévu qu'une demande d'autorisation ne pouvait pas se limiter simplement à une description du projet, mais qu'elle devait aussi comporter une évaluation réalisée par un organisme indépendant des effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville, ainsi que sur l'emploi. Il est précisé que cette analyse d'impact s'appuie notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacances commerciales ou encore l'offre des mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise. En pratique, chaque analyse d'impact peut aussi, en fonction des caractéristiques du projet, en fonction des caractéristiques de la zone de chalandise, retenir d'autres éléments d'évaluation qui seraient spécifiques. Mais il y a lieu de préciser que, quels que soient les éléments retenus par l'analyse d'impact, cette analyse ne permet pas à la Commission de se fonder ou de fonder sa décision sur d'autres critères que ceux qui sont limitativement énumérés au paragraphe grand 1 et grand 2 de l'article L752-6. Par ailleurs, il est certes prévu par le paragraphe 4 de l'article L752-6 que le demandeur doit notamment indiquer s'il existe des friches sur le territoire de la commune d'implantation, d'abord en centre-ville et puis en périphérie, et le cas échéant démontrer qu'aucune de ces friches ne permette d'accueillir son projet. Mais de la même manière que pour les autres éléments qui figurent dans l'analyse d'impact, la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale n'est pas subordonnée à la reprise d'une friche. Ces dispositions n'obligent pas le pétitionnaire à implanter son projet sur l'une des friches existantes en centre-ville ou en périphérie qu'il aurait le cas échéant répertorié. Il lui est seulement demandé, s'il n'entend pas y réaliser son projet, de justifier le lieu d'implantation qu'il a préféré retenir, en expliquant les raisons pour lesquelles les friches, si elles existent, ne permettent pas d'accueillir son projet. L'analyse d'impact devant être produite par le demandeur n'a donc pas pour objet de restreindre les conditions légales auxquelles peuvent être obtenues les autorisations d'exploitation commerciale, et il s'ensuit que cette exigence ne constitue donc pas une limitation qui serait portée à la liberté d'entreprendre. Pour ces raisons, je vous invite donc à déclarer les dispositions contestées de l'article L752-6 du Code du commerce conformes à la Constitution. Merci, M. Blanc. Alors, est-ce qu'un de mes collègues du Conseil constitutionnel a des questions à poser aux deux intervenants? Madame la conseillère Maestrachi, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. C'est une question de fait qui s'adresse principalement aux représentants du gouvernement, mais peut-être Maître Pivnica a aussi quelque chose à dire. Maître Pivnica a donné des chiffres pour l'année 2018, donc 900 demandes, 85% d'accord, d'acceptation. Est-ce que vous avez les mêmes chiffres pour l'année 2019, c'est-à-dire à un moment où la loi a été votée mais pas encore entrée en vigueur? Et est-ce que vous avez des éléments sur la manière dont elle se met en place, même si effectivement l'entrée en vigueur est très récente, mais sur la manière dont les commissions sont organisées pour répondre, tenir compte des nouvelles exigences? Si vous ne les avez pas, peut-être vous pourrez nous les envoyer par note en délibéré. Monsieur Blanc, venez au micro, s'il vous plaît. Alors, effectivement, je n'ai pas de données statistiques à vous fournir sur le champ, mais je me retournerai bien sûr vers la Direction générale des entreprises pour obtenir ces données. Je veux juste avoir une précision sur la deuxième question, la manière dont les commissions s'organisent pour appliquer la loi. Oui, est-ce que vous avez des éléments plus qualitatifs sur la manière dont c'est un certain changement? Il y a les analyses d'impact, il faut agréer des organismes d'études pour faire ces études d'impact.
comment se passe l'organisation de l'application concrète de la loi. C'est tout simplement pour éclairer le Conseil sur ce point. D'accord, s'il y a des modifications voilà. qui ont été successives à la mise en œuvre de l'analyse d'impact, c'est un changement important. Je vous le signalerai. Donc vous nous ferez une note en délibéré sur le premier point? Au moins pour les chiffres, sur le deuxième point, si en fonction des éléments dont je disposerai et qu'on me donnera. Merci, Monsieur Blanc. Maître. Merci, Monsieur le Président. Les chiffres que je vous ai donnés sont issus du rapport de la Commission nationale d'aménagement commercial pour 2018, qui a été publié le 17 décembre 2019. Donc, c'est 900, au total 910, avec effectivement 786 avis favorables. Je n'ai pas réussi à avoir d'éléments pour 2018, et je n'ai pas eu malheureusement, pour 2019, et j'ai demandé aussi à avoir des éléments pour savoir ce qui se passait depuis le 1er janvier. Si j'ai quoi que ce soit, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, je déposerai également une note que je communiquerai sur le Premier ministre. Très bien. Autre question? Y en a-t-il d'autres? Il n'y en a point. Très bien. Alors, à partir de ces éléments, nous allons délibérer sur cette question et je rendrai moi-même la décision publique le 12 mars 2020 à l'université au matin et parallèlement, notre décision sera publiée sur notre site Internet. Très bien. Alors, nous allons passer à la deuxième QPC et nos collègues Mézard et Pillet